Tout pour investir, la place de l'IMO. Allez, je suis comme une bergère, je rapporte mon troupeau. Marie Cœur de Roy est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine. Pierre-Emmanuel Jus est également avec nous. Vous êtes directeur délégué de Maslow. Bonjour Lorraine, bonjour Marie. Pierre-Emmanuel. On va parler, pour démarrer, de l'OAT, faire un petit point, puisque l'immobilier, le secteur de l'immobilier est particulièrement concerné par ces variations de taux. On va vous demander votre réaction, Pierre-Emmanuel, n'est-ce pas Marie? Oui, parce qu'il y a quand même un effet, alors on le répète inlassablement à l'antenne, sur comment les banques regardent l'OAT 10 ans, donc la dette de l'État français. Là, en l'occurrence, on n'arrête pas de le dire, ça a augmenté, on est au cours de 3,24, 3,24 tout à l'heure, voilà. dans le studio Jacques. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et comment ça peut influencer, alors à court moyen terme, les politiques des banques en matière de crédit immobilier? Oui, alors je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'effectivement, l'OAT, c'est important pour les particuliers emprunteurs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'indice qui va permettre aux banques de pouvoir vous prêter de l'argent sur une longue durée. On sait que sur l'immobilier, on va plutôt emprunter sur 15 ou 20 ans, voire 25 ans pour sa résidence principale si on est sur des grandes villes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a vu ? On a vu une explosion des taux en 2023, vous en avez assez parlé dans cette émission. Et puis depuis décembre, une baisse des taux assez forte. On est passé grosso modo de 4,50 à 3,50, si je peux dire ça sur 20 ans. Voilà ce qui se passe. Et depuis ce début d'année, on va dire que les banques, elles vous prêtent de l'argent d'abord sur leurs fonds propres. Donc l'épargne que vous avez mis chez elles vous prêtent cet argent-là. Et puis après, elles vont chercher de l'argent sur le marché. Aujourd'hui, si elles vont chercher de l'argent sur le marché à 3,25, elles ne vont pas vous prêter de l'argent à 3,50. La marge opérationnelle, c'est à peu près 1%. Donc ça veut dire que si aujourd'hui elle avait besoin, la banque, d'aller récupérer de l'argent pour me prêter de l'argent, elle ne me prêterait plus à 3,5%, mais plutôt autour de 4,20, 4,5%, comme on a eu en décembre dernier. Oui, alors peut-être pas autant, parce qu'elle ne va pas aller chercher 100% du prêt sur le marché. Aujourd'hui, vu que le marché immobilier est contraint, il y a moins de transactions, donc les banques ont moins de demandes. Puisqu'elles ont moins de demandes, aujourd'hui, elles ont toujours des fonds propres. Donc elles sont en capacité d'avoir un stock pour... Elles vous prêtent de l'argent à 3,55, 3,60, 3,65 sur 20 ans. Donc c'est le bon moment de lever de la dette. Pourquoi ? Parce que finalement, dans les semaines et mois à venir, si on reste sur un OAT tendu comme ça, et que elles n'ont épuisé ces enveloppes sur le premier semestre ou les 4 premiers trimestres, elles seront obligées d'aller chercher de l'argent sur le marché. Donc elles augmentent leur taux. C'est ce que j'allais dire, pour en terminer sur cette actu chaude, entre guillemets, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que selon vous, la baisse des taux, certains ont dit 3,2 voire 3% en fin d'année, ça vous paraît compromis à ce stade ? Alors pour moi, la récré est finie à ce stade, c'est-à-dire que en fait, le marché, il anticipe. Donc le marché avait anticipé la baisse des taux de la BCE. La baisse des taux de la BCE du 6 juin, elle a annoncé depuis le mois de janvier. Ouais. Donc le marché avait anticipé. La dette française l'OAT 10 ans avait anticipé. Là, on a une incertitude politique. On voit le CAC qui bouge un peu et une tension sur les taux. Tension sur les taux, donc on a besoin d'éclaircies politiques, ça on verra dans quelques semaines si ça arrive ou pas. Si on reste dans un moment tendu, effectivement les taux de crédit immobilier vont arrêter leur baisse, ça c'est pas une prédiction, c'est une certitude, et peuvent augmenter si les banques doivent aller chercher de l'argent sur le marché. Bon, on range la boule de cristal et maintenant on se demande ce qu'on fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui justement pour faire sienne la situation du moment ? Alors il y a plusieurs solutions. La première, c'est que si on est en phase de décision, il faut vite déposer son dossier parce qu'on est début juin et donc les grilles qu'on a reçues, et je pense que vous en avez reçu aussi Marie, elles n'ont pas bougé au mois de juin. Donc elles sont restées sur un niveau qui est quand même très, très cohérent. Il y a une forme d'attentisme là. Oui, ça c'est clair. Et puis sinon, on doit toujours réfléchir, quand on fait un investissement immobilier, en tous les cas c'est ce qu'on préconise nous chez Maslow, c'est d'avoir une vision moyen-long terme. Donc quand on investit, c'est sur un horizon de 10 ans. Donc on essaie de se protéger le plus possible des incertitudes. Donc investir sur des marchés porteurs, une tension locative importante, essayer d'éviter les atermoiements sur la performance énergétique, des choses comme ça. On essaie, voilà. Et sur le crédit, comment je peux optimiser ma situation ? Alors il y a des tips qu'on utilise nous avec nos clients, c'est que... Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous faites chez Maslow pour ceux qui vous écoutent ? Oui, nous on est une solution 100% digitale. On propose de l'investissement immobilier locatif, principalement dans le neuf et dans l'ancien récent. Donc nous on n'est pas sur un créneau passoire énergétique, rénovation, amélioration du DPE. On essaye d'apporter des certitudes aux investisseurs et de leur dire, si tu investis aujourd'hui dans un DPE max D, tu n'auras pas de souci sur ton investissement. Des certitudes, je ne sais pas, mais en tout cas une forme de visibilité appréciable. Voilà.
l'investisseur, ce qu'il veut, c'est de la lisibilité. Je crois que vous en parlez tous les jours sur cette antenne. Et puis sur le neuf, moi je pense qu'il y a des vraies opportunités. On va en parler. Mais d'abord pour revenir sur le Tips Crédit, parce que moi ça m'intéresse, parce que me dire qu'aujourd'hui il y a des opportunités pour payer moins ou pour investir plus, même si ça a un peu baissé depuis décembre, j'ai du mal à y croire quand même. Alors Marie, vous avez fait un reportage il y a quelques jours sur la résidence principale, tous ces prêts aidés, les prêts qui sont bonifiés à 0% par les banques. Voilà, il y a quand même effectivement moyen de baisser la moyenne de son taux de crédit. L'autre type, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui ont eu la chance d'acheter leur résidence principale ou de faire des investissements avec des taux de crédit qu'on ne reverra plus, c'est-à-dire des taux à 1 et 1,50, moi je leur dis, ouvrez vos offres de prêt et regardez le petit paragraphe sur la modularité du prêt. Modularité du prêt. C'est-à-dire en fait, négocier avec sa banque, c'est rentrer en négociation. Donc soit votre banquier vous dit oui ou vous dit non. Quand c'est une relation contractuelle, c'est pas tout à fait la même chose. Donc aujourd'hui, la plupart des offres de prêt, en tous les cas des grandes banques nationales, mais aussi des banques régionales, vous permettent de moduler votre échéance, c'est-à-dire de baisser la mensualité de votre crédit et donc d'allonger la durée globale de mon crédit. Exactement. Mais si vous avez souscrit un prêt à 1% ou à 1,50, vous avez intérêt de le garder le plus longtemps possible. Voilà, parce que on a la chance d'avoir un taux donc là, je vais fixe. je vais aller allonger mon crédit existant qui avait. Rien. Mais elles peuvent pas s'y opposer, les banques ? Alors, non, puisque c'est contractuel. C'est-à-dire que il y a des conditions à respecter. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire moduler votre échéance avant 12 mois ou 24 mois au départ. Par exemple, vous avez des moins 10 plus 30, des moins 20 plus 20. Il y a des conditions, mais c'est contractuel. Et puis j'imagine qu'on ne peut pas l'allonger jusqu'à sa mort, à un moment. Non, il y a souvent des restrictions, soit de durée, de 2 ans par exemple, ou par rapport à l'âge que vous aurez à la fin du crédit. C'est une question d'assurance derrière. Ouais. Donc imaginons, j'ai souscrit un crédit 200 000 euros pour ma résidence principale, je gagne 5 000 euros par mois avec madame, ça fait 950 euros de crédit par mois. Et puis, je souhaite préparer ma retraite, préparer les études de mes enfants, je voudrais faire un investissement locatif, je vais voir mon banquier. Aujourd'hui, mon banquier, norme HCSF, 35%, des taux à 3,8, avec 3,60, un peu d'assurance, vous voyez ce que je veux dire. Le banquier va me prêter 134 000 euros. Donc, il va me prêter par rapport à mon taux d'endettement. Voilà. Bravo, avec ce montant, vous pouvez acheter un studio DPEZ dans un quartier douteux à Paris. Oui, alors, alors pour le coup, sur le papier, à 134 000 euros, je crois qu'il y a quand même des bonnes affaires à faire ailleurs que Paris. Oui, mais 134 000 euros, si on prend une moyenne nationale, 3 000 euros du mètre carré, province, on n'est pas obligé d'aller à Sedan ou à Limoges, on peut acheter 43 mètres carrés en province et on surveille un bon tensiomètre locatif, on arrivera à trouver. Mais bon, là, j'ai 134 000 euros. Si je ne fais rien, je conserve mon précédent crédit et j'en ouvre un nouveau pour un investissement, compte tenu du profil dont on vient de parler, 5 000 euros par mois, déjà 950 euros de mensualité. Là, c'est 134 000, pas plus. OK. Et si je fais votre version alors ma version, c'est que je baisse ma mensualité de crédit de ma résidence principale de 200 euros. Donc j'allonge la durée de mon emprunt. Exactement. Je me resolvabilise et je gagne 25% de pouvoir d'achat, puisque là, la banque, elle va me prêter toujours la même mensualité, mais il y aura 200 euros que j'aurais été chercher à 1,50. Et ça fait des mètres carrés en plus. Et ça fait 168 000 euros. Et dans une moyenne à 3 000 euros du mètre carré en France, ça vous fait 54 mètres carrés. Donc j'ai gagné combien ? Et j'ai gagné 11 mètres carrés, j'ai gagné 150 euros de loyer, puisque je ne loue pas la même chose, je ne loue pas 54 mètres carrés au pot de 43. Donc voilà, c'est des choses qui sont intéressantes. Et ça s'appelle la modularité. Oui. Moduler sa mensualité. Exactement. Donc on peut moduler son crédit à la hausse, à la baisse. On parle souvent de remboursement anticipé, on parle de choses comme ça. Là, aujourd'hui, c'est comment... Au contraire, c'est-à-dire que là, j'essaie pas de quitter ma banque. Au contraire, je veux y rester le plus longtemps possible. Maintenant, il faut nous donner, Pierre-Emmanuel, des noms de banques qui font ça. Alors, quasi toutes. Franchement, quasi toutes les banques nationales le font, avec certaines limites. Les premières limites, ce sont souvent le moment où vous pouvez déclencher cette modularité. 12 mois ou 24 mois, ça c'est une vraie différence. Il y a quelques banques régionales qui ne proposent pas, mais c'est très rare. Des mois de carence, quoi, en quelque sorte. Exactement. Il ne faudrait pas justifier d'un coup. Moi, j'étais persuadée que dans ces cas-là, il faut justifier d'une perte d'emploi. Non, il n'y a pas de... Bon, une fois qu'on a dit ça, j'ai l'argent, j'ai fait ce que vous m'avez dit de faire, etc. J'investis où alors ? Alors j'investis où ? Eh bien, chez Maslow, on va toujours être sur des fondamentaux. Donc les fondamentaux, c'est de se dire... il y a une petite musique qui court en ce moment, qui est un peu normale, qui est de dire finalement il y a une tension locative partout, on va trouver des locataires partout, ça va être formidable. Donc finalement, comme votre budget a diminué, on peut prendre
un petit peu plus de risques sur la ville. Moi, je pense qu'il ne faut pas le faire. Faut aller à Saint-Étienne, à Limoges. Alors, vu que mes bureaux sont à Lyon, je vais essayer de ne pas me fâcher avec les Stéphanois. Mais non, surtout qu'ils remontent voilà, plus on loin va de vous. retrouver les derbies au moins. Non, effectivement, il faut éviter les villes où la tension locative, elle est faible, où on a un flux migratoire qui n'est pas positif, où on a une dimension économique qui n'est pas favorable. D'accord ? Maintenant, une fois qu'on a dit ça, si je viens sur le plateau en disant faut aller chercher des tensions locatives à 10 sur 10, et on va reciter Paris, les Lyon. Paris, les Nantes, les Bordeaux et machin, on va me dire t'es gentil Pierre-Emmanuel, mais t'as vu le ticket d'entrée. Là, moi, pour mon le budget, coup, on a quoi avec combien on a dit 160 là, on n'a rien. Voilà, c'est-à-dire que voilà, je vais me retrouver dans une situation sur laquelle, t'es gentil avec ton tensiomètre à 10 sur 10, mais le ticket d'entrée, c'est 250 000 euros. Moi, c'est pas mon budget. Je suis allé voir mon banque, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais mon budget, c'est 170 000 euros. Qu'est-ce que je fais ? Donc, ce qu'on a fait chez Maslow, on aime bien étudier la data. Enfin, c'est un peu notre dada aussi. On a regardé les villes où la tension locative a le plus progressé. C'est-à-dire là où on a une tension locative qui est vraiment importante. Donc des villes qui sont passées de 8 sur 10 à 10 sur 10. Donc on a des villes comme Tours, on a des villes comme Besançon, on a des villes comme Toulouse qui sont passées de 6,75, 7,50 à 10. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire pour l'investisseur, on est au max de la tension on est au locative. max de la tension locative. On ne l'était pas. Voilà. Alors, certains vont me dire, attends, Toulouse, Airbus, etc. Bon, il s'avère que par exemple sur le nord de Toulouse, où toute cette expansion qui a été faite sur le nord de Toulouse, c'était pas non plus la tension locative de l'année. Depuis que les transports ont beaucoup évolué, eh bien ça le devient, donc on peut y retourner. Non mais Besançon, je suis un peu étonné par contre. Alors Besançon, il est effectivement dans le classement, parce que ça fonctionne bien, Besançon. Qu'est-ce qu'il y a autour de Besançon ? Alors là, franchement, pardonnez-moi à tous les habitants de Besançon. Pas grand-chose, pas énormément de villes. Voilà, c'est vrai que dans l'est de la France, on a une capitale régionale qui est Strasbourg, et ensuite Lyon-Strasbourg, finalement au milieu, où est-ce que je vais chercher du potentiel intéressant. Eh bien, c'est vrai que des villes comme Dijon, qui est aussi dans le classement. Dijon, par exemple, c'est la ville qui a doublé sa tension locative. On n'est pas encore au top. Ouais, mais on est passé effectivement de 3,5 à 6,5. Quoi. Voilà. Et ce qui est intéressant sur ce classement, on va faire un match Dijon-Besançon pour notre prochain match. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans une logique de régionalisation, c'est vrai que, excusez-moi, mais entre Lyon et Strasbourg, il y a quand même un gros morceau de France. Donc, oui, c'est comme Barcelone, Marseille. Marseille. Enfin, je veux dire, il faut trouver des opportunités. Et puis, on est ici dans un moment où le marché immobilier est tendu. Donc, ce sont aussi des villes sur lesquelles les prix s'agissent. Oui, mais justement, moi, c'est la question d'en parler en antenne. Est-ce qu'à mesure que les prix baissent, on va pas avoir un marché de la vente et de la transaction qui va renaître, et donc un marché locatif qui va s'essouffler ? C'est-à-dire que les prix, ça y est, sont orientés à la baisse. Alors, trop peu peut-être, sans doute pour beaucoup d'entre nous, mais le fait est est-ce que si les prix venaient à vraiment bien baisser à Besançon, vous citez Le Mans aussi, est-ce que finalement, je vais pas me retrouver avec un investissement locatif qui ne trouvera pas de locataire, parce que mon locataire aura pu devenir propriétaire ? Alors, à partir du moment où on mesure la tension locative, c'est qu'il y a véritablement un marché. Après, ce qu'il faut faire... Le Mans, la tension locative, là, en 2024, c'est quoi sur votre baromètre ? Eh bien, elle augmente. On est passé de 6,25 à 7,50. Je suis étonnée qu'elle ne soit pas déjà plus forte. Peut-être parce que, justement, c'est une ville où on devenait plus facilement propriétaire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le prix mètre carré était faible à Le Mans. Donc, c'est sûr que quand mon prix mètre carré, il est à 2000 ou 2500 euros, c'est exactement ce que dit Marie. C'est-à-dire que je vais voir mon banquier, il me prête 200 000 euros, je peux acheter pour ma résidence principale. Si je fais le même calcul à Toulouse ou à Tours, mes prix sont à 3 ou 4 000 euros du mètre carré. Donc là, forcément, ça va être moins facile. Ouais. Notamment pour les célibataires, les gens qui décrochent leur premier CDI, qui veulent accéder à la propriété. Bon, si on n'est pas deux à 4 000 euros du mètre carré, ça peut être plus difficile. Mais là, ça veut dire qu'on a un prix accessible, et également sur des villes qui sont à plus de 100 000 habitants. D'accord, ça aussi, c'est important dans l'investissement immobilier. En tous les cas, chez Maslow, c'est... regardez l'évolution démographique. Parce que l'évolution démographique et la profondeur de marché. C'est-à-dire, le nombre de transactions annuelles. Les nombres de transactions, elles baissent. Mais quand on est dans une ville qui fait plus de 100 000 habitants, il en reste des transactions, il en reste beaucoup. Donc, c'est-à-dire que moi, investisseur, je dois réfléchir à la sortie de mon investissement. Est-ce que je vais revendre à quelqu'un qui va en faire sa résidence principale ? Est-ce que je vais revendre à quelqu'un qui va faire un investissement locatif, meublé, pas meublé, résidence secondaire, si je vais dans le sud, c'est ça que je dois regarder. Donc si je regarde ça, il faut quand même que j'ai une profondeur de marché. Et donc toutes ces villes qui sont dans cette tension locative qui augmente sont à plus de 100 000 habitants, plus de 130 000 Et là, habitants. les prix que vous nous donnez, parce qu'il y a aussi quelques prix, ils sont dans le neuf ou dans l'ancien là ? Alors là, les prix que j'ai cités, c'est dans l'ancien. Après, moi, ce que je conseille aux gens vraiment en ce moment, je le répète, et je sais que Marie, vous le faites régulièrement, il y a des
opportunités dans le neuf de dingue. Le marché est bloqué. Voilà, les promoteurs aujourd'hui, c'est soit ils déstockent à la CDC et dégrafent leur prix de 20%, soit ils vous offrent des frais de notaire, des chèques, des 1 500 €, La des 5 000 cuisine qui €. va bien. Vous n'êtes pas livré dans 2 ans. Vous avez un DPE formidable. Vous avez un marché locatif sur lequel les locataires aiment vivre dans des logements performants énergétiquement, avec des extérieurs, avec un parking souterrain moderne. Donc vraiment, quand un marché se contraint, c'est l'acheteur qui reprend le pouvoir. Et là, aujourd'hui, l'acheteur a le pouvoir. Et le neuf, il faut y aller les yeux fermés. Les frais de notaire, c'est... Au moins 2 fois plus faible. Et 2,5-3%. Dans l'ancien, c'est 8 à 9. Pas de travaux, une lisibilité sur 10 ans, un marché locatif. Voilà, vraiment, il faut vraiment regarder ça. Aude Opinel. Mais oui, mais d'ailleurs, il y en a certains des promoteurs qui compensent la perte du Pinel, donc sachez-le. Hein. Oui. Les promoteurs, si vous faites un investissement locatif, qui compensent par des offres ce que vous auriez pu obtenir en réduction d'impôt via le Pinel qui est en train de disparaître. Donc bien sûr, et le Pinel est en train de disparaître. Donc le Pinel aujourd'hui, alors il y a Pinel plus, mais il y a Pinel 14%. Donc je paye des impôts. Le Pinel, c'est fini. Au 1er janvier, il faut que le prix de l'appartement il ait baissé de 14% pour que mon coût de revient il soit le même. Donc, est-ce que mon appartement neuf à Tours a une chance de baisser de 14% le 1er janvier prochain? La réponse, elle est non. Il y a des coûts techniques qui font qu'on ne peut pas baisser les prix comme ça. Ils ont déjà plutôt bien baissé. Intéressante lecture. Merci beaucoup, cher Pierre-Emmanuel, pour cette analyse. Pierre-Emmanuel Jus de l'équipe Maslow au décryptage des opportunités, comment investir malin en 2024. C'était ça l'objet. Et dans ce contexte problématique, c'est quand même toujours précieux d'avoir un peu d'optimisme. Voilà, on salue nos auditeurs du Mans, de Besançon et de Tours, sur lesquels on a un petit peu zoomé aujourd'hui, aussi Dijon. Voilà.